Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première séance de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, 50 éléments d'Al-Shabaab tués lors d'une opération militaire dans le centre du pays en Somalie, où nous le verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, le comité directeur de l'Afrozaï au salon d'honneur de la primature. Cette délégation de l'Afrozaï a été introduite auprès du Premier ministre par le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdoun. Les discussions entre ce comité directeur de l'Afrozaï, conduites par son président, M. Mamadou Faye, et le Premier ministre a porté sur l'organisation de la 58e réunion du comité ainsi que les recommandations et résultats dégagés des travaux de cette réunion qui s'est ouverte hier. Le Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, a remercié le président de l'Afrozaï pour le choix privilégié accordé à la République de Djibouti pour l'organisation du 58e réunion de l'Afrozaï. Pour rappel, le groupe régional de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques est créé en 1976 à Yaoundé, en Cameroun. Elle est chargée de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence, la bonne gestion des finances publiques et des pays africains. Cette organisation rassemble également des institutions qui, par leur travail, contribuent de manière significative à la transparence, à la redevabilité du secteur public dans leurs sociétés respectives. On a assisté à cette rencontre entre le chef du cabinet du Premier ministre, M. Ali Silaï Abdallah, et la présidente de la Cour des comptes de Djibouti. Eh bien, c'était dans les titres. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a présidé aujourd'hui la première séance de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en présence du Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, et de l'ensemble des députés et des ministres. La représentation nationale s'est réunissait pour l'examen en procédure d'urgence du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement des groupes terroristes. Ce texte a été transmis en procédure d'urgence au bureau de l'Assemblée après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. En introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Allah de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Il a par la suite convié l'auditoire à se recueillir, à observer une minute de silence et de réciter la Fatiha pour nos soldats tombés dans le cadre de leur mission à Garabitsan et à Beledouin en Somalie. Après la présentation d'un rapport verbal, le Premier ministre a déclaré le rejet de condamnation de l'attaque. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale a, au terme de l'adoption unanime de la loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement du groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidaire de la mobilisation de l'ensemble des députés aux victimes de l'armée nationale et à la nation. Eh bien, en introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a retiré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Allah de recevoir dans leur paradis éternel les martyrs et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Je vous souhaite la bienvenue pour la tenue de notre première séance de la deuxième session ordinaire en ce jour du jeudi 13 octobre 2022. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une séance spéciale qui a pour objectif l'examen du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste qui a été transmis en procédure d'urgence hier après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. L'attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 octobre dernier a endeuillé nos forces armées à Karabtissan. Je réitère au nom de la représentation nationale nos sincères condoléances à l'endroit des familles des victimes et prie Allah de recevoir dans son paradis éternel nos shuhada et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. La représentation nationale réaffirme par la même occasion
l'importance de la mobilisation et le soutien unanime de la nation à l'égard de l'armée nationale. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a déclaré le rejet et la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement, marque l'impact attendu de la loi numéro 170, affiche la solidarité avec l'armée nationale et a exprimé ses condoléances aux victimes. Le terrorisme a frappé notre pays. Il a frappé lâchement dans un attentat organisé et froidement exécuté. Il a emporté 7 de nos braves soldats morts au service de la nation. En cet instant si grave, si solennel et si douloureux, je veux exprimer au nom de la nation ma compassion, mon affection, ma sollicitude aux familles et aux proches endeuillés. La République est et sera pour toujours à leur côté. Mes pensées vont également aux blessés et à ceux qui sont portés disparus, ainsi qu'à leurs proches. Mesdames et messieurs les députés, notre pays a, depuis son accession à l'indépendance, traversé des moments difficiles. Nous avons connu des crises économiques, sociales et politiques. Nous en sommes toujours sortis plus forts et plus outillés pour faire face aux nouveaux défis. Ces crises nous ont parfois conduits au pire, c'est-à-dire à la confrontation armée. Les marchands des malheurs de tous bords ont cherché à mettre de l'huile sur le feu afin d'attiser la haine et le discorde entre nous. Face à cette situation qui était inédite, nous sommes restés lucides et fait appel à nos traditions et valeurs ancestrales des règlements de conflits. Un mode de règlement qui a porté nos fruits et a donné naissance aux accords entre le gouvernement et la rébellion des Frudes à plusieurs reprises, et notamment l'accord d'Abraham. Dans la foulée, notre peuple, par référendum, a approuvé une constitution qui garantit à chacune et à chacun les libertés, les droits fondamentaux, notamment le droit de fonder des partis politiques qui ont, si le peuple leur fait confiance, à la possibilité de gouverner, de gérer les affaires publiques. Une frange jusqu'à-boutiste, usurpant le titre de Frude, a rejeté la paix et les avancées démocratiques. Ces éléments appuyés et organisés de l'extérieur se sont au fil des années transformés en bandes criminelles et terroristes qui cherchent à détruire les institutions étatiques et républicaines. Ils cherchent à instaurer le chaos, un terreau où prospèrent les groupes terroristes. C'est pourquoi le gouvernement, suivant les instructions du président de la République, a souhaité apporter une première réponse aux défis de la lutte antiterroriste dans un état de droit à travers la soumission à la représentation nationale d'un projet de loi désignant le Frud armé comme une organisation terroriste. Et dans un second temps, le Premier ministre a affiché sa solidarité avec l'armée nationale et exprimé ses condoléances les plus attristées aux victimes. Mesdames et messieurs les députés, je vous invite en tant que représentants du peuple djiboutien à voter ce projet de loi en procédure d'urgence pour répondre à l'émotion suscitée par ces attaques terroristes auprès de la nation. Les Djiboutiens attendent ce message fort
de leurs représentants. La désignation du FRUD armé comme une organisation terroriste est une réponse immédiate et efficace pour lutter contre ces groupes terroristes, de désorganiser la filière sur le territoire national, traquer les individus membres et les empêcher de passer à l'acte. Mesdames et Messieurs les députés, ce projet s'inscrit pleinement dans notre État de droit, puisque l'Assemblée nationale contrôlera toutes les mesures en œuvre à cet égard dans les délais et formes prévus par la Constitution. Ce texte tire également toute sa force de la résolution numéro 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 novembre 2001, qui déclare en son considérant 5 que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires au but, aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement de l'organisation d'actes de terroristes ou à l'incitation de tels actes en connaissance des causes sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies. La désignation du FRUD armé comme organisation terroriste va permettre à notre pays de solliciter nos partenaires régionaux et internationaux, de s'abstenir d'apporter quelque forme que ce soit, actif ou passif, à ces groupes terroristes ou à ses membres. Ne pas donner refuge à ceux qui financent, organisent ou appuient ces groupes ou en recèlent les membres. Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme comme ceux de vendredi dernier n'utilisent pas leur territoire. Empêcher le mouvement de ces membres en instituant des contrôles efficaces aux frontières. Le projet de loi portant désignation du FRUD armé comme groupe terroriste, soumis aujourd'hui à votre vote, va s'accompagner dans les prochaines semaines d'une stratégie globale de lutte contre ces groupes armés, de sécurisation de tous les recoins du territoire national et la mise à disposition de nos forces armées d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper davantage, mais aussi pour recruter et former du personnel. Le gouvernement étoffera également le cadre juridique de prévention et de répression du terrorisme qui instituera une liste de groupes terroristes et criminels et définira des critères objectifs ainsi qu'une procédure pour l'inspection de ces groupes sur la dite liste. Mesdames et Messieurs les députés, je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel solennel et urgent à la communauté des nations afin de nous soutenir et traquer avec nous ces criminels qui terrorisent nos concitoyens et tuent les vaillants hommes et femmes qui assurent jour et nuit notre sécurité et la sécurité de ceux qui vivent avec nous. C'était l'appel à la prière. Nous revenons tout juste à notre journal où nous étions. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a présidé aujourd'hui au siège de l'aviation civile de Djibouti la cérémonie de clôture de la formation d'instructeurs internationaux en sûreté qui s'est tenue au sein des locaux de l'autorité de l'aviation civile. Cette cérémonie a vu la participation outre du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, le directeur général de l'aviation civile, la chargée d'affaires de l'ambassade de France à Djibouti, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France, du directeur général de l'autorité de l'aviation civile, du directeur général de l'aéroport international de Djibouti. Rappelons que c'est pour la première fois que cette formation en dehors de l'UNAC à Toulouse est organisée à Djibouti. Cette formation d'une durée de 6 semaines a vu la participation au-delà des stagiaires djiboutiens de 4 personnes de nationalité étrangère, ce qui révèle également pour notre pays une satisfaction supplémentaire. Cette formation a permis à tous les participants d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de procédures et de contrôle
de sûreté et contrôle du secteur de l'aviation, le cadre légal de la sûreté, les procédures d'inspection, filtrage des personnes, des bagages et des objets transportés, le zonage et le titre des circulations aux différents points d'accès, les principes techniques et l'analyse d'images radioscopiques, sans oublier les contrôles et inspections filtrage du fret du courrier. Concernant les stagiaires djiboutiens, la présence d'inspecteurs de l'aviation civile responsables du contrôle des qualités, des agents de la division de la sûreté aéroportière et commandement de la GTA. Le responsable de la mise en œuvre des mesures et sûreté seront tous sur le même pied d'égalité en termes de connaissances et agiront ainsi de concert afin de rehausser le taux de mise en œuvre effectif du système de supervision de la sûreté en réplique de Djibouti. Eh bien, au micro de la radio-télévision de Djibouti, le directeur général de l'aviation civile s'est dit fier que cette formation pour les instructeurs internationaux en sûreté est organisée en dehors de l'ENAC, en Toulouse. Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de clôture d'une formation en instructeur international en sûreté de l'aviation civile. Elle avait été organisée conjointement par l'autorité de l'aviation civile et la cellule régionale d'assistance de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que la coopération française. Nous le remercions pour l'organisation de cette formation qui a eu lieu pour la première fois en dehors de la République française, en dehors de l'ENAC à Toulouse. C'est une première dans le monde que cette formation a eu lieu à Djibouti. Elle a vu la participation de stagiaires djiboutiens, mais également de stagiaires étrangers qui sont venus de par le monde pour pouvoir assister à cette formation diplômante et reconnue par l'OACI. Elle leur a permis, entre autres, à tous ces participants d'obtenir les connaissances nécessaires relatives au cadre juridique de la sûreté, ainsi que toutes les procédures et contrôles de sûreté de l'aviation civile, l'inspection filtrage des bagages, des passagers, de soute, les objets transportés, sans oublier le fret, le courrier. Donc tout ceci va permettre de réduire les actes, toutes les mesures entreprises pour limiter les actes d'intervention illicites au sein de l'aéroport international de Djibouti. Côté djiboutien, la gendarmerie et le transport aérien étaient présentes, ainsi que les inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile et la division de sûreté aéroportuaire. Aujourd'hui, toutes les institutions en charge de la sûreté en République de Djibouti ont été représentées, tant ceux qui sont en charge du cadre réglementaire, de l'inspection, de la surveillance, que ceux qui sont responsables de la mise en œuvre. Ils sont sur le même pied d'égalité concernant toutes les connaissances requises et ils vont travailler de concert aujourd'hui pour pouvoir relever le taux de mise en œuvre effective de supervision de la sécurité en République de Djibouti. Tout cela rentre bien sûr dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développement du secteur aéronautique avec un renforcement de l'autorité de l'aviation civile, par la suite la certification de la compagnie nationale qui est actuellement en cours et Inch'Allah les projets de développement du nouvel aéroport à Beitley. Eh bien, dans son discours officiel, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a rappelé que ce type de formation tendra à se multiplier à l'avenir afin de donner une meilleure visibilité à la République de Djibouti et de renforcer notre stratégie de développement aéronautique dans le court terme. Permettez-moi tout d'abord de remercier la coopération française en général et la cellule régionale d'assistance à la sûreté de l'aviation civile, plus connue sous l'acronyme de la CASAC, d'avoir organisé pour la première fois cette formation en dehors de l'ENAC à Toulouse. Toutes les différentes actions menées entrent dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développer les secteurs de l'aéronautique en ayant renforcé dans un premier temps l'autorité de l'aviation civile, en conduisant actuellement la certification de notre compagnie nationale et surtout le projet de construction d'un nouvel aéroport à Beitley. Ce type de formation tendra à se multiplier à l'avenir afin de donner une meilleure visibilité à la République de Djibouti et de renforcer notre stratégie de développement de l'aéronautique dans le court terme. Pour finir, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des stagiaires, aux instructeurs ayant délivré les différents modules de cette formation et un grand merci aux organisateurs. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui ont eu lieu à Washington, aux États-Unis. La délégation djiboutienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussidouale, est composée du ministre du budget,
Ismail Ibrahim Roble, du président de l'autorité des ports, M. Aboubakar Omar Hadi, de l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Mohamed Ziad Doualé, et l'ensemble des cadres présents à une réunion bilatérale avec les dirigeants de la Banque mondiale en la présence de Farid El-Belhadj, vice-président de la région MENA pour la Banque mondiale. Les échanges ont eu une sincère et fructueuse. Les deux parties se sont félicitées sur la qualité de leur collaboration et l'ont convenu de continuer sur la lancée de la Banque mondiale, assurer pour sa part son appui et les différentes réformes engagées par les États de Djibouti en continuant les efforts de mobiliser des fonds supplémentaires pour accompagner le développement économique et social de notre pays. Tout à fait autre chose, dans le cadre des activités du mois de la jeunesse nationale et africaine, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé aujourd'hui au Bois du Môle une journée porte ouverte, expo, vente des produits et services des jeunes entrepreneurs. Événement qui a réuni sur place, outre la ministre Dr Hibo et la ministre chargée de l'économie numérique, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, la représentante de la coordinatrice du système des Nations Unies par intérim, la vice-présidente de l'UNFD, le directeur général de l'ANPH, le directeur du Sheraton Hotel, la conseillère du directeur du CAC Bank, de nombreux invités et l'ensemble des hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. En élection, plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des présidents des associations, des jeunes entrepreneurs et autres représentants des partenaires onusiens se sont déclarés que l'organisation de cette journée marque une dynamique pour un espace propice et revigore l'élan promoteur de la créativité et de l'entrepreneuriat des jeunes en République de Djibouti. Selon la ministre de la Jeunesse et de la Culture, l'organisation de cette journée porte ouverte d'expo-vente au Bois du Môle qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la jeunesse nationale et africaine. L'objectif est d'encourager les jeunes entrepreneurs djiboutiens. La dynamique de l'entrepreneuriat des jeunes est un pilier pour la promotion de l'insertion socio-économique des jeunes en particulier et la politique de lutte contre le chômage à Djibouti en général. Conformément aux stratégies du gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismail Guelleh, au renforcement du secteur privé avec la création d'entreprises d'emplois et de richesses. Je suis humblement confiant à tel rappeler qu'avec mon équipe énergique et compétente, synergie avec l'ensemble des institutions étatiques et privées, sera en mesure de valoriser, a-t-elle rappelé. Et promotion inclusive indiquée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué. Selon la ministre de la Jeunesse et de la Culture, l'organisation de cette journée porte ouverte d'expo-vente au Môle qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la jeunesse nationale et africaine. Objectif, encourager les jeunes djiboutiens et les jeunes entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui ici réunis dans le grand esplanade du Môle pour encourager tous nos entrepreneurs qui sont ici. Et donc, on est dans le mois de la jeunesse. Donc, c'est vraiment l'occasion d'offrir à tous nos jeunes la possibilité de s'exprimer. Et c'est pour ça que nous avons très rapidement répondu à plusieurs demandes qui voulaient qu'on puisse offrir un espace d'exposition avec nos jeunes entrepreneurs qui ont réussi et qui seront les leaders dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. Donc, je voudrais aussi dire que les activités ne sont pas finies, il y en aura d'autres. Et on invite tous nos exposants vraiment à s'affirmer et à continuer à s'illustrer dans ce domaine pour appeler à tous les jeunes que ce domaine est aussi un domaine important pour le développement du pays. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont été avec nous, notamment le CLE, CAC Bank, D-Money, Sheraton Hotel. Donc nous avons deux partenaires maintenant qui sont fidèles, donc on leur dit merci. Et bien sûr, tous les invités qui sont venus aujourd'hui ici pour rencontrer nos jeunes entrepreneurs. Et bien sûr, toute l'équipe de la direction de l'insertion économique des jeunes. Donc c'est ça aussi ce que le ministère a maintenant dans son nouveau organigramme, un bureau, une direction qui est dédiée à tout ce qui est promotion, valorisation et accompagnement de jeunes dans les domaines de l'insertion économique. Eh bien, pour nous en parler plus, nous avons avec nous le conseiller technique principal, M. Idriss Moussa Ahmed. Bonjour, M. Idriss. Bonjour. En quoi consiste cette journée? Bonjour tout le monde. La journée nationale et africaine de la jeunesse consiste, d'abord elle a été instituée en 2006 au niveau de l'Union africaine à Banjul afin de garantir la participation effective des jeunes en tant qu'acteurs clés dans la mise en œuvre
d'une Union africaine axée sur le peuple tel qu'inscrit dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Il s'en est suivi par la suite l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse. Cette Charte africaine de la jeunesse, qui est multisectorielle, concernant tous les domaines comme la santé, l'éducation, le sport, le développement, l'emploi, la création d'emplois et la lutte contre le chômage, constitue le socle d'orientation de cette journée nationale africaine de la jeunesse en vue de matérialiser l'engagement des États, ce qui est important, en faveur de la promotion de leur jeunesse respective. Dans ce cadre, notre pays, la République de Djibouti, organise depuis 2014, je dirais même 2010, la célébration de la journée africaine, la journée nationale et africaine de la jeunesse, et le 1er novembre de chaque année. Pendant cette journée et en amont de cette journée même, plusieurs activités s'y déroulent en vue de sensibiliser et de rendre plus dynamique l'action des jeunes dans la prise en compte et l'intégration de leur énergie dans le développement national du pays. Par la suite, il y a eu une initiative vraiment forte, déterminante et importante. C'était la création du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse, en 2014. C'était ce prix qui a amené un changement considérable, car ce prix fixe à récompenser annuellement une association ou un jeune qui, de par ses actions en faveur du développement, de sa participation dans la vie sociale et en tant que citoyen djiboutien et au développement national, constitue un modèle en soi et qui reflète toutes les valeurs nationales du pays. Depuis 2014, ce Grand Prix du chef de l'État, qui reflète également les aspirations et répond également aux besoins de la jeunesse djiboutienne, a proposé plusieurs thèmes. Il est doté d'un jury multiministériel, plusieurs départements ministériels interviennent comme jury. Il désigne des représentants compétents et répondant au profil du thème retenu annuellement. Et actuellement, cette année-ci, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et en collaboration avec les différents partenaires institutionnels, a retenu le thème les jeunes entrepreneurs et promoteurs dans le domaine du e-commerce, de la culture et du tourisme. Pourquoi les jeunes entrepreneurs et promoteurs? Nous ignorons que dans le contexte mondial, il existe une crise d'emploi, une crise économique. Dans ce cadre-là, les jeunes, qui constituent une force majeure dans l'apport positif du développement économique de leur pays, doivent à chaque fois être remobilisés, stimulés et soutenus dans la création de leurs projets, dans leurs initiatives modèles, en vue de renforcer et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs aspirations respectives. Dans ce cadre, l'insertion économique constitue un facteur important, un volet important de la nouvelle politique nationale de la jeunesse du ministère de la Jeunesse et de la Culture, afin de juguler ce chômage vraiment écrasant qui constitue un fléau national, mondial même, à l'encontre des aspirations de la jeunesse africaine et particulièrement djiboutienne. Et dans ce cadre, ce thème retenu actuellement vise à également consolider, accompagner et encourager les jeunes entrepreneurs et dans le domaine du commerce, de la culture et du tourisme, afin de leur donner les moyens nécessaires et suffisants pour la continuité de leurs actions respectives. Merci, M. Edé. Cette journée constitue seulement la chute de tout un programme qui se déroule pendant le mois d'octobre. Et pendant ce mois d'octobre, plusieurs activités ont été retenues. D'abord, il y a eu aujourd'hui le salon des jeunes entrepreneurs. Il s'en suivra des tables rondes qui seront organisées entre le 15 et le 19 octobre, des tables rondes thématiques portant sur l'environnement, les changements climatiques, la résilience, mais également le rôle de la jeunesse dans le domaine numérique. Comment cette jeunesse dynamique et djiboutienne peut s'approprier de la maîtrise et de l'utilisation maximale des potentialités, des atouts du numérique afin d'améliorer leurs conditions économiques et de contribuer davantage au développement national du pays. Il y a également la plantation d'arbres qui va d'abord
commencer avec le 16 octobre qui constitue la journée mondiale de l'alimentation, dont le thème central pour l'Union africaine aujourd'hui est la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, il y aura des plantations d'arbres qui se feront à partir du 17 jusqu'au 19 dans les différentes CDC du pays. Ces arbres constituent, avec la dénomination et le slogan, planter un arbre, c'est sauver une vie. Planter un arbre, c'est soutenir l'environnement et repousser la désertification qui constitue pour nous une menace constante pour nos peuples, populations rurales. Il y a également cette volonté affichée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture de renforcer le volontariat et l'intégration sociale des jeunes qui, au sein même de l'organigramme du nouveau ministère de la Jeunesse et de la Culture, ce sont les missions d'une direction particulière qui s'occupe de ce secteur, mais toutes ces tables rondes se feront dans la langue nationale afin d'inciter la population à y prendre part. Enfin, n'oublions pas également, il y aura les ouvertures du CDC d'Aïdeilou ainsi que le CDC de Hol-Hol, sans passer en silence le fait de permettre à notre jeunesse de s'approprier de son histoire. Il y aura la transmission de l'intergénérationnalité qui s'effectuera du 21 au 25 et des visites des jeunes venant de régions et viendront découvrir le mémorial de Ega, qui constitue quand même le fer de lance de nouvelles perspectives culturelles du pays. Enfin, il y a l'atelier sur les drogues afin de sensibiliser davantage la jeunesse sur les méfaits de ce fléau. Enfin, des échanges culturels avec les pays africains. Et les pays aujourd'hui, c'est l'Égypte qui accompagnera toute la journée du mois de novembre les festivités culturelles de ce programme du mois de la jeunesse. Oui. Je vous remercie. Et ce sera une mesure de valoriser et de promouvoir l'essor et la créativité de l'entreprise en faveur de la jeunesse. Merci, monsieur. Merci, Excellent. monsieur Idriss Moussa Ahmed, conseiller technique principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de l'alerte maximale déclenchée le 6 août dernier, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rassemblé du 12 au 13 octobre à la piste de défilé de Cheikh Ousmane près de l'ensemble des personnels et moyens des corps et formations de la garnison de Djibouti, ainsi que les unités de la police nationale, de la garde-côte. Les ordres pour ces rassemblements ont été donnés tard dans la soirée du 11 octobre lors d'une réunion stratégique de la plus haute importance entre le CMGA et les hauts cadres des forces de défense et de sécurité. L'objectif de ce rassemblement de masse était de tester l'efficacité des dispositifs d'alerte mis en place ainsi que la créativité des hommes à répondre à l'appel dans le plus bref délai.
Et bien, dans ce cadre de ce contrôle opérationnel, le général Zekri Cheikh Ibrahim, accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, et du sous-chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Khayat Gheli, a passé en revue la totalité du dispositif composé des corps et formations de l'armée djiboutienne, des unités de la police nationale, de la garde-côte. L'ensemble des moyens organiques et spécifiques ont également été inspectés de manière à vérifier leur opérationnalité. L'objectif de cette mise en condition opérationnelle était de permettre à chacun, qu'il soit à sa place au sein des forces, d'acquérir un niveau de préparation physique et mentale adapté aux spécificités et aux contraintes de son emploi. تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليجي نولينا هاي إبا وقدرتون وقدا حساري تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليجي نولينا هاي يبقوا قدرتون وقدا حساري أنا غيتير لاير كذا أنا غي عديقة خاتمت أنا غي عرقو كم أنا غيتير لاير كذا أنا غي عديقة خاتمت أنا غي سفلابا عفلانا غي قسي آمنا نغي يمدي دلكانا غي أولوليو دبانا غي أنكود إيو علبانا غي بقانا غي سفلابا أفلانا غي قسي آمنا نغي إندي ذلكانا غي أبو يوم اسبانو يدات كوي ماكرو عبر يوم اسبانو يدات كوي ماكرو عبغا دلكنيو هو أني غايتالي عرمها كصبحة كأتكينا يا نغي
Et bien par la suite, le chef d'état-major général des armées a minutieusement contrôlé la praticabilité des moyens navals djiboutiennes, principalement engagés dans les missions de surveillance maritime et côtière. Après les honneurs militaires, le capitaine de corvette Hani Abdelrahman, commandant des moyens navigants de la marine nationale djiboutienne, a accueilli le CMG et le CM2 à bord du patrouilleur P22, comme ils m'ont appelé l'adjudant Ali Mohamed, à la mémoire de ce valeureux personnage. Lors d'une présentation détaillée sur les moyens, l'effectif des personnels navigants ainsi qu'une démonstration matérielle, il a montré qu'avec l'acquisition de nouveaux moyens navigants, la Marine nationale peut assurer la défense des eaux territoriales depuis le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'au golfe d'Aden. Armée de moyens de défense, détection, d'interception et de dernière génération, le MND peut contenir toute menace maritime. En plus de ses missions de défense, le MND dispose des capacités de soutien, transport, logistique, tactique pour débarquer et ravitailler les forces terrestres durant un éventuel déploiement. Après cette présentation, le chef d'état-major général des armées donnera ses dernières directives. Les derniers événements imposant à la Marine nationale de se renforcer davantage, augmenter sa vigilance et se détenir prêt pour intervenir à tout moment. L'armée de l'air djiboutienne, aux ordres du colonel Wahib Moussa Khalilne, a également fait l'objet de cette inspection, tant sur le plan personnel qu'est matériel. Le chef d'état-major général des armées accorde une importance particulière à la composante de l'air de l'armée, vu le rôle important qu'elle joue dans la recherche et la poursuite des malfaiteurs dans les zones frontalières ouest.
ogtahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ogtahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Eh bien, suite à ces multiples inspections, les généraux de l'armée djiboutienne décideront d'adopter un plan de renforcement au profit des régiments interarmés de Tadjoura et de Dekil. Le chef de corps du régiment blindé a présenté au CMGA les 2 unités du CCO prêts à quitter la capitale immédiatement pour rejoindre la zone de manœuvre. Pour s'acquitter de cette mission, ils emporteront avec eux tous les moyens matériels nécessaires. Ce renforcement dispositif des corps de la région de l'intérieur et de manœuvre aérien sur la zone frontalière avec l'Éthiopie représente le premier pas de l'armée djiboutienne pour retrouver les frères d'armes portés disparus et éradiquer la menace dans cette zone. seflaba aflanahay gesiyaminanahay indhihii dalkanahay C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous.